Back, everybody. Bienvenue à tous à nouveau. Pour que vous sachiez que nous ne sommes pas seuls, Scott vient de me dire que nous sommes en deuxième lieu sur Twitter, et ce, partout au Canada. Pour vous rassurer que nous avons les bons titres et que nous soyons crédibles, eh bien, nous venons de prendre une photo du panel. Ce deuxième panel, donc, ce premier panel nous a ouvert la porte à ce deuxième panel, c'est-à-dire on a soulevé les questions à savoir comment les choses changent, comment la technologie a un impact et comment les jeunes réagissent de façon différente à ce concept de générosité et de don. Alors voilà ce que nous allons aborder. Nous allons être plutôt ponctuels et vous en tenir autant qu'il vous est imparti. Bonjour Sarah, moi je dois mettre la table pour la discussion de ce panel, à savoir qui sont les milléniaux et quelles sont leurs participations en termes de dons. C'est la génération née entre 1990 et 1995, il y a environ de 21 à 36 environ. Alors, de 80 à 95, qui, selon cette définition, serait considéré un milléniaux? Alors, il y en a quelques-uns dans la salle. Vous êtes un groupe très populaire à l'heure actuelle. On essaie de vous solliciter. Et c'est une question de chiffres, parce que les deux plus grandes générations au Canada, ce sont les baby boomers et les milléniaux. Mais dans quelques années, au fur et à mesure que les nombres de boomers diminueront, eh bien, les milléniaux deviendront la génération la plus importante au Canada. Les gens essaient de bien comprendre les milléniaux, ce qu'ils veulent en tant que consommateurs, citoyens, employeurs, employés, comment pouvoir les interpeller en tant que donateurs. Il y a eu beaucoup d'attention des médias sur la question. Et selon ce que vous lisez, selon la journée où vous lisez, eh bien, on vous dit que les milléniaux sont des gens qui sont très technologiques, très futés, etc. D'autres titres vous diront qu'ils sont narcissistes, impatients et paresseux. Un des problèmes que nous avons, c'est qu'on tente de vouloir les mettre tous sous la même étiquette en pensant que c'est un groupe cohésif en fonction de leur année de naissance. Chez nous, nous avons pris une approche différente. Plutôt de prendre la perspective démographique, nous avons pris une perspective de valeur sociale. Et j'entends par là tout ce qui est sous-jacent, c'est-à-dire notre attitude envers le monde et notre attitude envers les gens. Comment nous percevons ce monde autour de nous. Cela nous a permis de mieux définir 6 segments de milléniaux en fonction de leurs valeurs. Alors, Tribe nous permet d'arriver à comprendre cette diversité, à savoir pourquoi un milléniaux est différent d'un autre. Et ce que l'on doit utiliser comme terminologie pour discuter et communiquer avec eux. Bon, je ne peux pas passer en revue ces 6 segments ou ces 6 rubriques, mais j'ai une feuille résumée sur chaque table. Vous verrez chacun des segments bien décrits. Ce que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est de ramener cela à 2 groupes. Ce que nous savons de ceux qui vont probablement donner et ceux qui, au contraire, ne donneront probablement pas. Alors, depuis 12 mois, en général, ce sont des idéalistes engagés, ce sont des gens qui vont contre culture et ce sont de nouveaux traditionnalistes. Il y a des valeurs sous-jacentes à chacun de ces segments qui fait en sorte qu'ils sont très propices à faire des dons. Ils sont très connectés avec leur communauté, leurs amis, leur famille, et ils participent à quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Il y a une valeur qui est commune pour tous, c'est-à-dire l'apprentissage social. Ils croient qu'ils peuvent apprendre et croître grâce aux interactions avec les gens qui sont différents d'eux dans la vie. Et le dernier aspect, c'est le contrôle personnel.
Ils croient vraiment qu'ils peuvent contrôler leur propre destinée et que ce qu'ils font, la façon dont ils agissent peut faire une différence. Alors, ça cadre bien avec le don, avec la générosité. On voit leur façon de voir le monde. Cependant, dans ces groupes, il n'y a qu'un tiers d'entre eux qui sont les milléniaux. Les 3 autres groupes que je n'ai pas mentionnés constituent en général les milléniaux. Et puis, c'est un groupe qui, en général, n'est pas propice à faire des dons. Comment rejoindre ce groupe, donc, parce que c'est un groupe plus nombreux. Alors, qu'en est-il du premier groupe selon leurs valeurs? Nous savons qu'il s'agit pour eux d'arriver à la réussite dans la vie. Le statut social est très important pour eux. Ils sont très ambitieux. Ils veulent avoir du respect et de la reconnaissance de leur famille, de leurs amis et des gens qu'ils connaissent. Alors, ce n'est qu'une esquisse très brève, mais on veut voir comment on peut les attirer à faire des dons. Ce qu'on suggère dans notre recherche, eh bien, en général, c'est le prestige qui fera toute la différence pour ce groupe. S'ils peuvent faire en sorte que leurs dons leur permettent de bâtir leur statut social, cela pourrait faire une différence. Je sais ce dont parlera mon collègue, mais vous savez, ça ne fait partie que 10% des milléniaux. Alors, c'est peut-être quelque chose qui fonctionnera pour eux, mais qui ne fonctionnera pas pour les autres groupes. Alors, si on veut tirer une leçon de ce que j'ai dit depuis 5 à 7 minutes, les milléniaux ne sont pas un groupe homogène, mais plutôt très diversifié. Il reste donc que, tout d'abord, c'est utile de comprendre le groupe sur lequel on se concentre. Il y a certains groupes qui seront probablement plus ouverts à votre message que d'autres. Une fois que vous avez choisi un groupe cible, eh bien, prenez l'information que vous connaissez sur ce groupe pour créer un message, une approche pour concevoir un libellé qui va interpeller ce groupe. Merci beaucoup, Sarah. Alors, c'est une question très importante. Ce n'est pas un seul groupe, même si on a étiqueté ce groupe comme étant homogène, c'est plutôt un groupe plus complexe. Alors, Kirk, à vous la parole. Excellente exposé. Vous avez raison, il y a probablement beaucoup de différences. Moi, je vais parler du groupe dans son ensemble. Je vais me concentrer sur le rôle des médias sociaux et comment cela peut s'arrimer aux dons. Les médias sociaux sont un moyen très visible qui ont beaucoup été utilisés par les milléniaux pour des causes qui importent beaucoup pour ce groupe. Mais ce n'est pas simplement pour les milléniaux, parce que les causes sociales et d'autres utilisent les médias sociaux dans des campagnes, par exemple, et dans des stratégies. Alors, ce groupe arrive à bien soulever les questions sociales, mais il faut trouver d'autres façons de soutenir la cause, que ce soit par des contributions ou par le bénévolat. Il est très facile de commencer à échanger sur les médias sociaux. On est à un clic seulement. Il faut voir comment se démarquer puisqu'il y a beaucoup de campagnes qui existent. Est-ce qu'ils arrivent à générer le soutien dont ils ont besoin en tant qu'organisation? Par exemple, si j'aime une page sur Facebook ou si je renvoie le tweet d'un organisme qui a envoyé un tweet, un gazouillis, eh bien, est-ce que cela permettra d'avoir plus de soutien par l'entremise d'un don, du bénévolat ou du militantisme, ou est-ce que ma participation cesse une fois que j'ai cliqué le bouton? Alors, nous avons adopté une démarche expérientielle. Alors, nous avons fait des expériences concrètes et dans le laboratoire lorsque j'étais à l'Université de la Colombie-Britannique pour voir si cela fonctionnait. Alors, nous avons donné aux gens l'occasion de donner un soutien symbolique, que ce soit par les médias sociaux, que ce soit en portant des petits rubans ou autres.
et par la suite, ils pouvaient donner un soutien plus significatif à leur cause, de façon plus pratico-pratique. Et je devrais vous donner une définition. Lorsque j'utilise le terme slackers, eh bien, c'est cette volonté de donner ce soutien symbolique en cliquant j'aime sur une page Facebook, mais c'est par la suite à savoir si on concrétise ou on va un peu plus loin pour la participation. Bien, il y a des raisons de croire que ces campagnes sont efficaces. On en trouve la porte, si vous voulez. Lorsque les gens sont d'accord, lorsqu'il y a une petite demande, en général, ils vont avoir tendance à accepter une autre demande plus importante. Mais en plus de ces campagnes symboliques dans les médias sociaux, il faut se rappeler que ce sont des comportements qui sont très publics. Alors, lorsque nos actions sont vues, eh bien, c'est un générateur de motivation. C'est un désir de se présenter de façon positive devant les autres. Alors nous avons pensé que ça ferait partie de notre compréhension de l'efficacité de ces campagnes. Par exemple, si j'aime la page d'une organisation qui travaille dans le domaine de la conservation, je contribue parce que je pense que c'est une bonne cause et je peux faire une différence. Mais si on est tous amis sur Facebook, si on indique sur Facebook, bon, Kirk aime cette organisation et les amis vont dire, c'est une bonne chose, mais vous ne savez pas vraiment si j'ai vraiment fait un don, si j'ai fait du bénévolat pour l'organisation, mais vous présumez que c'est le cas parce que j'ai offert ce soutien public sur les médias sociaux. Alors d'une part, il y a une motivation d'aider, mais d'autre part, il y a une motivation de me tourner vers les autres. Et le fait d'avoir accordé un soutien symbolique, ça tient compte de ma motivation. Et le fait de satisfaire à cette motivation, de donner un soutien symbolique, nuit au fait de donner un don concret. Et donc, nous avons constaté que pour les gens qui donnaient un soutien public, symbolique, n'étaient pas nécessairement les gens qui allaient donner un soutien concret par rapport aux gens à qui on faisait une demande importante de donner un don. Alors, il faut pas s'inquiéter. Si vous pouvez faire en sorte que le soutien public devienne un petit peu plus confidentiel sur les médias sociaux où le nom ne figure pas, eh bien, selon nos données, ça semble indiquer ce besoin de mettre l'accent sur la motivation. Et donc, ce soutien symbolique est le point de départ pour faire croire que la personne croit vraiment en l'organisation et va faire un suivi en donnant un don concret. Et par conséquent, on sait que au départ, il y a certaines campagnes qui ne sont pas nécessairement efficaces, mais on se demandait quand même qu'il fallait qu'il y ait des succès au niveau de certaines de ces campagnes, que ça soit des campagnes en ligne ou par des symboles physiques. Mais lorsque j'ai parlé à certaines de ces organisations pensent que cette façon de procéder fonctionne. C'est le cas, mais seulement auprès des gens qui sont reliés sur un plan émotif à l'organisation. Parlons des sociétés ou ces organisations sans but lucratif dans le domaine de la santé, par exemple. Et ça, leur campagne de levée de fonds connaissent un succès lorsqu'il y a un membre de la famille qui a peut-être souffert de la maladie en question. Ainsi, il faut se demander quels et l'objectif de ces campagnes. Est-ce que ces campagnes sont là pour sensibiliser les gens? À ce moment-là, ça c'est une chose. Mais si on veut faire participer davantage les gens en leur demandant de faire des dons, comme nous essayons de faire avec les millénaires, on peut dire qu'à ce stade, lorsqu'il n'y a pas un appel à l'action, ces campagnes ne risquent pas d'être aussi efficaces qu'on le pense. Merci beaucoup, Kirk. Alors, nous avons parlé de l'importance de la génération des millénaires, mais il y a un autre groupe qui prend l'importance aussi au Canada, c'est
ce sont les néo-canadiens et les Canadiens de deuxième et troisième génération. Alors, quelles sont les tendances que l'on voit chez les néo-canadiens au niveau des dons? Surtout lorsqu'il y a des changements des parents vers les enfants et les générations supplémentaires. Eh bien, je peux vous dire que les médias sociaux sont très importants. J'aimerais vous partager une anecdote. Moi, je travaille au niveau de la campagne de levée de fonds, au niveau postsecondaire en particulier, et j'ai rencontré une personne qui est un millénaire. Et nos échanges avant notre réunion en personne se faisaient par Facebook Messenger. Et nous avons continué à faire évoluer notre relation grâce à Facebook, en discutant sur Facebook, en s'envoyant des articles, en échangeant des informations sur ce qui se passait au sein de l'institution dans laquelle je travaillais à ce moment-là et par rapport à ce qui lui arrivait dans sa vie à ce moment-là. Et après notre troisième réunion, il a fait un don important. C'est un immigrant. Il vient d'avoir 32 ans. Il venait d'avoir 32 ans. C'est il y a quelques années. Mais ça m'a fait réfléchir aux médias sociaux comme étant un moyen de communication pour pouvoir engager et faire participer les gens, pas de façon globale, mais à titre individuel. Et depuis ce temps-là, nous travaillons ensemble et je peux vous dire que c'est un donateur très généreux à différents organismes de bienfaisance. Je dis pas que vous devez communiquer avec lui par Facebook, mais j'ai passé beaucoup de temps à réfléchir au rôle des néo-canadiens, ceux qui ont un revenu important et comment ces personnes-là peuvent refaire le Canada et imaginer de nouveau un nouveau Canada. Et donc, dans le cadre de ma recherche, j'ai parlé avec les donateurs, avec les gens qui travaillent au niveau des campagnes de levée de fonds, les PDG qui travaillent pour des organismes de bienfaisance et qui essayent d'établir des rapports avec ces néo-canadiens. Et j'ai appris énormément de choses. Et l'une des leçons que j'ai tirées et qui influence le travail que je fais, c'est de savoir que le fait de faire un don contribue à l'appartenance au Canada et à l'appartenance au pays d'origine. Et je pense que l'on a modifié la façon dont on fait la promotion de ces organismes de bienfaisance à l'échelle nationale et internationale. Il faut garder cela à l'esprit parce que les néo-canadiens envisagent le rôle du Canada à l'échelle internationale. Comment est-ce que le travail que nous faisons au niveau de la philanthropie répercute à l'échelle internationale? 53 milliards de dollars de dons sont transférés du Canada vers les pays d'origine de la part des migrants, sans parler de l'argent qui est envoyé dans les pays d'origine. C'est 320 millions de dollars sur une base annuelle qui sont renvoyés dans les pays d'origine, dans leurs familles. Alors, si on examine le rôle du Canada au niveau de la philanthropie internationale, nous avons un rôle important à jouer à cause de cette diaspora. Et donc, lorsqu'on parle de ces immigrants ayant nantis, qui essayent d'établir des rapports avec leur pays d'origine en établissant de nouveaux réseaux ici, ça me rappelle comment moi, je suis arrivée dans ce secteur. Moi, je suis née en 1977. Je suis de la génération X. On me dit que je fais partie de la cohorte des milléniaux. J'espère que c'est le cas, étant donné la façon dont je me présente. Mais je suis née à North York et je me souviens à l'époque que ma mère et mon père m'ont amené à frapper chez les voisins pour obtenir de l'argent pour le voyage de la 8e année, même si je faisais pas partie de la 8e année. Et je peux vous dire qu'il faisait froid et je me demandais pourquoi est-ce que je fais ça. J'ai posé la question à mon père et mon père m'a dit, mais est-ce que tu veux appartenir à la communauté? Et j'ai dit, bah oui, bien sûr. Et il a dit, bah moi aussi. Alors nous allons faire cela.
et je vais prendre ce formulaire de don au travail parce que tous mes collègues font exactement la même chose pour leur organisme de bienfaisance. Alors ça, c'était un moment clé pour que je comprenne mon rôle en tant que Canadien par le truchement de campagne de levée de fonds pour obtenir des dons. Alors, je suis devenu le meilleur à ce niveau-là en 7e et en 8e année. Et là, je continue à faire ce travail à l'université Ryerson. Ainsi, le fait d'avoir ce sentiment d'appartenance est très important. Et le panel précédent a parlé de cette connexion qui existe et je pense qu'il faut mettre l'accent là-dessus. Et dans l'institution dans laquelle je travaille, on parle énormément de la cause en question et j'aimerais féliciter mes collègues de l'université Ryerson et je sais qu'un ancien doyen du droit sera très intéressé par ce qui se passe au niveau postsecondaire en ce qui concerne les dons qu'on fait à la base. Comme vous le savez, l'université Ryerson était un des leaders à mettre sur pied le défi pour la série. Les étudiants et le personnel aussi, qui sont peut-être un bon nombre de millénaires, et il y a aussi des générations de l'avenir. Eh bien, toutes ces générations se sont réunies pour faire une campagne de 4,5 millions de dollars en mis sur pied 175 équipes en ayant des partenaires dans le secteur post-secondaire pour faire face à cette crise en Syrie. Et ce que j'ai constaté, ce que j'ai observé, j'ai pu jouer un petit rôle là-dedans, c'était de voir comment la technologie a aidé le processus de levée de fonds, mais ça a indiqué jusqu'à quel point les jeunes se sont impliqués et ont fait quelque chose en faisant des gazouillis, en envoyant de nouveau des gazouillis, en affichant des choses sur Facebook, etc. Alors, il y a un lien entre le cœur et le portefeuille sur lequel il faut insister. Et un dernier point. Et je veux parler de l'avenir des immigrants de deuxième génération en travaillant avec des personnes nanties qui viennent d'ailleurs, qui sont nées ailleurs. Eh bien, j'ai passé du temps avec leurs enfants qui sont des milléniaux et qui gèrent les fiducies de la famille et mettent sur pied des fondations de leur famille. Et je peux vous dire qu'il y a parfois des difficultés entre la première génération et les enfants. J'ai rencontré des personnes qui m'ont dit, bon, mon père et ma mère ont dit qu'ils voulaient faire énormément de choses au Canada, mais ils veulent faire énormément de choses dans leur pays d'origine et on n'en tient pas compte. Mais les enfants disent qu'en tant que prochaine génération, ces enfants veulent faire quelque chose pour le Canada et concevoir le Canada autrement, ainsi pour permettre aux néo-canadiens et d'établir des rapports dans le secteur philanthropique pour créer un nouveau Canada. Alors, il y a beaucoup de discussions qui se déroulent dans ces familles au niveau de la générosité de ces familles, surtout lorsqu'on discute avec les enfants qui gèrent les fondations des familles. On parle d'établir des rapports entre les néo-canadiens, les communautés autochtones, les questions reliées à la sécurité alimentaire, les questions internationales, eh bien, tout cela permet d'établir des rapports entre les néo-canadiens, les deuxième et troisième générations. Il y a des tas de questions transversales. Merci beaucoup. Alors maintenant, Ilona, vous avez eu beaucoup de temps de réflexion à essayer d'examiner le rôle du don et comment les Canadiens participent dans leur communauté. Qu'est-ce que vous voyez? Eh bien, je veux commencer en vous disant que les milléniaux vieillissent. Moi, je suis un
représentant de la génération des milléniaux. Et donc, je peux vous dire que je me rapproche de la quarantaine, mais c'est pour cela qu'il faut se tourner vers les autres générations, la génération Z. Et je sais qu'il y a une personne qui est de la génération Z, c'est-à-dire qu'il s'agit de gens qui ont 19 ans et moins. Alors, il faut passer aux milléniaux, mais il faut aussi réfléchir à la progression que l'on voit dans les générations qui ont suivi. Alors, on a vu certains progrès au niveau de la génération X et maintenant, ça va passer à la génération Z. À l'université de Waterloo, je fais une analyse en vertu du cycle de vie ou le stade de vie au lieu de parler d'une analyse fondée sur la génération à laquelle on appartient. Parce qu'on peut dire qu'il y a des choses qui s'appliquaient à nous tous lorsqu'on était jeunes. On se penche sur les jeunes de 15 à 25 ans. Et dans le contexte de notre société moderne et ce qui se passe autour de nous, comment est-ce qu'on peut réimaginer le rôle des jeunes de 15 à 25 ans au sein de la société? Et qu'est-ce que les jeunes de 15 à 25 ans peuvent nous offrir au sein de nos collectivités, au sein de nos organisations. Alors, nous allons publier un article qui se penchait sur la psychologie et les neurosciences et on voit que les jeunes de 15 à 25 ans sont au sommet de leur potentiel. C'est à ce moment-là, étant donné notre neuroplasticité, on peut ainsi proposer des idées innovatrices, de remettre en question le statu quo, faire preuve de créativité. On est au sommet de la créativité et on est au sommet de l'époque de la vie où on peut prendre des risques. Souvent, lorsqu'on parle de jeunes et les risques, on parle de la consommation d'alcool, de drogue, de conduire dangereusement. Mais lorsque les jeunes nous parlent du risque, ils envisagent les risques positifs qu'ils doivent assumer dans leur vie pour bien réussir à l'école, obtenir de bonnes notes, obtenir le travail qu'ils veulent et de contribuer à la collectivité. Alors voilà comment eux ils perçoivent le risque et ce risque-là est particulièrement important si on veut faire en sorte que nos organisations puissent faire des progrès et puissent faire face aux problèmes de la collectivité. Lorsqu'on parle de l'évolution du cerveau chez les jeunes de 15 à 25 ans, on sait que dans les journaux, on dit que les jeunes n'ont pas des cerveaux matures avant l'âge de 25 ans et donc ne peuvent pas contribuer à la société. Mais il faut se rappeler que le cerveau évolue tout au cours de notre vie. Et lorsqu'on atteint l'âge de 24 ans, il y a certains éléments de notre cerveau qui sont à la baisse. Et donc, si on attend à ce que ces jeunes atteignent cette définition arbitraire de la maturité pour les encourager à participer, à s'engager, à ce moment-là, on est en train de mettre de côté les capacités qu'ils ont lorsqu'ils sont jeunes uniquement. Nous avons mené une étude du rôle des jeunes sur 35 ans. Ma collègue de recherche, Dr. Emilia Clark et moi-même, étions jeunes à ce moment-là et donc on se demandait quelles étaient les leçons que l'on pouvait tirer des jeunes leaders auparavant pour permettre aux jeunes leaders actuels de faire davantage et de savoir comment on pouvait les appuyer. Et on a appris, et je pense que ça s'applique au secteur du don aussi, mais si on veut que les jeunes participent à nos organisations et qui se rapprochent des causes qui nous sont importantes, il nous faut avoir des partenariats intergénérationnels. Alors, notre recherche a démontré que lorsqu'on établit un rapport entre les idées innovatrices qui sont générées par les jeunes et que l'on puisse établir ces rapports entre les jeunes avec les décideurs tels que vous, à ce moment-là, on peut
mettre en œuvre ces idées, mais il y a énormément d'obstacles pour ce qui est de la mise en œuvre de ces idées innovatrices. Et il y a des obstacles à surmonter à ce niveau-là. Il y a énormément de changements dans notre société. Nous avons une population vieillissante et ça va être important pour le monde occidental. Et il va falloir trouver une solution à cela, mais nous sommes dans une ère de transformation rapide. Et je dirais que le secteur caritatif, pour ce qui est de la participation, l'engagement et les dons, eh bien, on doit arrêter de réagir et nous devons être proactifs. Eh bien, comment est-ce que nous pouvons le faire? On ne peut pas commencer sur les médias sociaux. À mon avis, ça ne fonctionne pas et il me semble que la recherche semble indiquer cela. On peut plutôt changer nos organisations en engageant la prochaine génération, en adoptant des changements au niveau de nos structures, de la façon dont les institutions fonctionnent, pour permettre ainsi que ces idées innovatrices qui surgissent de ces jeunes qui font partie de nos organisations soient prise en compte pour faire face aux problèmes sociaux que nous abordons, mais au niveau de permettre à ces jeunes de participer davantage, soit par le don ou par d'autres moyens. Et ceci se fait par des partenariats intergénérationnels et par le mentorat. Et lorsque je parle de mentorat, je veux dire qu'il faut encourager les jeunes à nous dépasser et mieux faire que ce que nous avons réalisé. Et donc, j'aimerais m'arrêter en vous citant un poème de Ruby Kaur. Notre travail devrait permettre à la prochaine génération de nous dépasser dans tous les secteurs. C'est ça le legs que nous allons laisser aux prochaines générations. Alors, comment est-ce que nous, en tant que secteur, est-ce que nous pouvons le faire à titre individuel? Comment est-ce que nous pouvons créer des lieux dans nos organisations et dans des conférences comme celle-ci pour permettre aux jeunes de s'exprimer, que ça ne soit pas limité à des discussions d'experts uniquement, mais comment est-ce qu'on peut céder la place à la prochaine génération à parler d'idées innovatrices, des idées que nous n'avons même pas pu envisager. Bon, merci beaucoup. Moi, au début, je pensais que l'on allait qu'on allait parler des donateurs, leur motivation, comment leur comportement change. Mais nous avons bouclé la boucle et la question qui se pose, c'est de savoir comment nous devons changer. Comment est-ce que nous devons changer notre culture organisationnelle, comment Conrad a dit ce matin, pour qu'on puisse engager et faire participer les jeunes et sans être indiscret. Si on regarde autour de la salle, on peut se dire que ce défi est tout à fait opportun. Alors, on va passer à une période questions. J'aimerais en premier lieu vous demander si, en tant que membre du panel, vous voulez poser de questions à un de vos panélistes. Moi, j'ai un commentaire à formuler. Il y a un élément que j'ai trouvé fort intéressant dans les propos de chacun d'entre nous, c'est que nous avons utilisé des méthodes différentes pour effectuer notre recherche et ceci nous a permis de mieux comprendre toute une panoplie de comportements, mais aussi d'approfondir notre compréhension des différents segments qui surgissent au sein de ce groupe et de voir ce qui se passe au niveau du cerveau et l'évolution du cerveau. Alors, je pense que c'est très intéressant d'avoir toutes ces perspectives pour avoir une compréhension globale. C'est très important ce que vous venez de dire. On travaille à partir d'intuitions et d'anecdotes, mais il y a beaucoup de connaissances scientifiques dont on doit être au courant pour apporter les modifications nécessaires. Question. Ma question s'adresse à Kirk et je vous inviterai à faire preuve de spéculation un peu. Vous avez parlé de comportement social au niveau des médias sociaux. Si
on envisage l'inverse de ce que l'on voit dans les commentaires des médias sociaux. Ça me rappelle à ce que la CBC a fait lorsque la CBC a indiqué qu'elle n'accepterait plus les commentaires des gens par rapport aux articles sur les Autochtones parce que les commentaires étaient tellement vulgaires que ce n'était pas le forum adéquat pour s'exprimer. Et Conrad a parlé de cela aussi, que ça soit une plainte justifiée. Moi, j'aimerais savoir quel est le discours que l'on voit sur Internet et comment ceci répercute sur la question d'appartenance, le don et la participation symbolique et la confiance que l'on peut avoir dans ces œuvres de bienfaisance. Mais écoutez, c'est une très bonne question. Je n'ai pas de données à vous fournir à ce niveau-là. Ça serait plutôt des impressions que je vous fournirais. Mais en ce qui concerne le comportement désagréable, que ce soit dans les médias sociaux ou dans les endroits où on peut formuler des commentaires, je pense que il y a un moyen de se cacher, même si nos noms et nos photos y figurent. Et il se peut on dise quelque chose. Et là, je parle de nous parce que je sais que le contexte social peut changer notre comportement. Ça ne veut pas dire que ça va changer nos commentaires, mais je dirais que le fait de ne pas être en train de rencontrer quelqu'un en personne peut permettre à quelqu'un de formuler ses commentaires désobligeants. Et on a vu les commentaires des gens lorsqu'on en parle dans les médias, à la télé, au bulletin de nouvelles. Et je pense que les médias sociaux peuvent contribuer à ces commentaires désobligeants. Mais en même temps, il y a une responsabilisation qui se fait ressentir. Par exemple, lorsqu'on parle d'harcèlement, eh bien, ces actes d'harcèlement sont des actes criminels et par conséquent, on tient responsable ces gens-là. C'est pas à 100% votre question, mais je peux vous dire que j'ai confiance en le comportement approprié des gens et lorsqu'il y a un comportement désobligeant, à ce moment-là, les gens sont tenus responsables par les médias traditionnels et par les forces de l'ordre. Et donc, ce comportement-là n'est pas accepté. Alors, voilà ce que j'avais à dire là-dessus. Il y a un très bon site Internet qui a été mis sur pied il y a quelques mois et ça s'appelle Rage Donate et on prend des commentaires excessifs de la part de personnes connues. Alors il va falloir se rendre sur le site et on vous demande est-ce que ce commentaire vous enrage ou et si c'est le cas, donnez à cet organisme de bienfaisance tel que l'Association des libertés civiles. Mais c'est une façon de réunir l'activisme, les valeurs et la philanthropie en faisant un clic sur Internet. Je peux vous dire que ça, c'est vraiment incroyable, comme Russell Peters dit. Je suis Daniel et Alona et Kirk, peut-être vous aurez des réponses à cette question, mais peut-être Christian et Sarah, vous pourriez contribuer aussi. Il y a cette dichotomie et ce recoupement entre la technologie et le fait que les médias sociaux nous
rapproche, mais en même temps, le fait qu'il y ait aussi d'espèces de fainéantisme par rapport aux dons qu'on peut faire ou à une manifestation symbolique ou en contrepartie des campagnes telles que le Ice Challenge, etc. Alors, il y a cette espèce de dichotomie entre la participation et la façon dont on se sert de la technologie pour y participer directement. Souvent, quand je donne des exposés à des jeunes et que je dois réfléchir aux médias sociaux, j'exprime la chose ainsi. Vous avez été invité à un événement à Facebook. Vous cliquez, vous dites « je vais y aller », mais de façon générale, il y a des événements virtuels, mais où cet événement a lieu de façon générale? Il a lieu dans la vie réelle. Un véritable endroit où il y a des gens véritables. Quand on parle du numérique, souvent, on tente à oublier qu'il y a des personnes réelles derrière ce monde en ligne. Je suis une vieille personne, n'est-ce pas? Mais je parle à mes amis par toutes sortes de médias sociaux, ceux que je préfère. Mais je les rencontre aussi en personne. Je pense qu'à propos du Ice Bucket Challenge, ce qu'il y avait de bon à ce sujet, c'est qu'on vous demandait de faire quelque chose de façon concrète. Vous deviez vous déverser un seau d'eau glacée sur la tête. C'est très matériel, ce qui nous permet de nous relier plus clairement avec la cause. Peu importe nos campagnes, il faut reconnaître qu'il doit y avoir une composante en ligne, mais également une composante monde réel. Et les médias sociaux peuvent amplifier l'engagement. Ils peuvent ouvrir une porte, mais comme élément motivateur pour faire le premier pas, ce n'est pas si efficace que ça. Si vous voulez vous adresser aux jeunes, parlez-leur en direct. Parlez à vos co-employés, à vos enfants, à vos amis, aux enfants de vos amis. Adressez-vous à eux directement. Et demandez-leur comment on peut établir de véritables liens avec eux. Je suis tout à fait d'accord. Mais ce que je peux dire, et vous mentionnez le Ice Bucket Challenge, je pense que c'était une campagne très intéressante. Elle a été couronnée de succès. Les sommes réunies étaient incroyables. C'est très bien. Cependant, on peut toujours dire que lors des premières phases de cette campagne, au lieu de faire un don, on se déversait un seau d'eau glacée sur la tête et on demandait à autrui de faire la même chose. Regardez les taux de dons. En 2 mois, les choses ont changé radicalement parce que les comportements ont changé radicalement. Il s'agissait de relier le geste à un don pour la cause. Il fallait faire comprendre que c'est l'argent qui finance la recherche. À ce moment-là, quand on a compris la chose, il y a eu un grand changement. On a commencé à voir toutes sortes de vidéos. Les gens disaient, « Je viens de faire un don de 500 $ pour lutter contre la maladie. C'est ce qu'il faut faire maintenant. » Et puis, venait le seau d'eau. C'est ce qui a tout changé, en fait. C'est un comportement pleinement différent de ce qu'on avait au début. On va plus loin que simplement montrer une vidéo amusante à ses amis. On lance un appel à l'action. À ce moment-là, ce n'était plus du mini-militantisme. Je n'ai pas fait d'expérience à propos des différents appels à l'action, mais je peux vous dire que en liant ce comportement désirable avec le geste symbolique du départ, on peut commencer à obtenir un changement. Encore une fois, il est question d'engagement.
combiner le monde réel avec le monde en ligne, ça, c'est très important. Je suis d'accord. Mais c'était une très bonne campagne. Et quand je l'ai suivi, je me suis dit, mais comment ça marche? J'y réfléchi davantage. Kirk, c'est le parfait moment pour cette question qui nous vient de l'extérieur. Une campagne sur médias sociaux. What's the best way to measure the impact and results of a social media campaign? So, qui aimerait répondre en premier? Je pense que ce sera moi. Tout dépend de l'objectif de la campagne. Si l'objectif de la campagne, c'est d'accroître le nombre de bénévoles, par exemple, à ce moment-là, le nombre de bénévoles sera ce qui va compter. S'il s'agit de sensibiliser, attention, sensibiliser le public, c'est très important pour une initiative. Dans notre recherche, on s'est concentré sur la question suivante. Est-ce qu'on a obtenu davantage de contributions? Mais s'il est question de sensibiliser les gens, ben, c'est peut-être le nombre de fois, le nombre de visites à un site web, par exemple. Nous avons des données qui ont été publiées dans DLS et on voit cette pointe énorme. La campagne a été couronnée de succès. Elle a obtenu beaucoup d'argent. On a posé une question plus tôt à propos de l'engagement. Et je dois dire que du point de vue des nouveaux Canadiens, de ceux qui ont des liens avec ailleurs dans le monde, il faut passer par le mode hors ligne pour maintenir ces liens. On voit beaucoup de relations, d'activités de création de relations qui transcendent les frontières, les fuseaux horaires, étant donné le pouvoir des technologies et des médias sociaux. Comment est-ce qu'on pourrait utiliser cette technologie davantage pour accroître notre portée à des fins philanthropiques et charitables? J'ai beaucoup pensé au rôle de la diaspora canadienne de par le monde. On parle des immigrants qui viennent ici, mais il y a également beaucoup de Canadiens qui vivent ailleurs. Comment est-ce qu'on peut les sensibiliser à propos de ce qui se passe dans leur propre pays? Et comment on pourrait profiter de la technologie pour continuer de solidifier ces relations? Notre communauté des migrants est également très importante et on tend à la négliger. Pour ce qui est de mesurer le succès en ligne, je suis d'accord, tout dépend des objectifs de la campagne. Tout dépend également de la façon dont on utilise les différentes plateformes. Cette étude incroyable que vous avez menée en parle au niveau individuel également. Les organismes de charité, en tant qu'entité, utilisent les occasions de promotion, de publicité que représentent ces plateformes de façon très adéquate. Beaucoup d'entre vous mènent la charge pour le Canada dans le domaine. Mais il faut penser à Facebook et à Twitter, non pas comme des plateformes démocratiques et individualisées. Il faut y voir également des plateformes qui appartiennent à quelques personnes, qui sont gérées par quelques personnes. Ce qui nous parvient par Facebook est conditionné par ce genre de choses. Moi, j'aime bien, la fin de semaine, aller chercher des nouvelles recettes d'Internet. Et je reçois des demandes de dons de la part d'organismes de charité d'ordre culinaire. Important quand on pense à les campagnes de médias sociaux, c'est le changement des politiques. Je pense qu'on peut changer
comment on pense à propos d'un sujet, mais aussi on peut changer la manière on peut changer les politiques. Alors, je pense qu'on utilise les médias sociaux dans ce contexte, ça peut avoir vraiment un impact important. Merci. Nicole? I just wanted Je voudrais reprendre la campagne contre la SLA. Elle a produit un grand nombre de nouveaux donateurs. Mais est-ce qu'on a maintenu ce nombre de donateurs? Le secteur privé parle toujours du fait qu'on doit acquérir de nouveaux clients, mais les garder également. Et les garder, c'est moins cher que d'en trouver de nouveaux. Alors, comment utiliser les médias sociaux à cet égard? Comment communiquer avec les milléniaux une fois qu'ils ont franchi notre seuil? Comment les conserver chez nous? Dernière question. J'ai été heureuse d'entendre parler de ce sujet, mais ce qui m'a encouragé davantage, c'est le fait que vous menez tous de la recherche sur la philanthropie. En tant que praticienne de collecte de fonds, je m'occupe du programme de gestion Ryerson en matière de collecte de fonds. Tim, vous en avez parlé. On doit utiliser davantage la recherche qui existe. Le problème à propos de cette recherche, c'est qu'elle est menée par toutes sortes d'experts en neurosciences, en collecte de fonds, bien sûr, en marchandisation, en psychologie. Comment relier cette recherche aux praticiens? Parce qu'à l'heure actuelle, on ne le fait pas. On ne va pas à la recherche de ces travaux parce qu'on ne sait pas vers quoi se tourner exactement. Et puis, nous sommes assez occupés à faire notre propre boulot. Quelle est la solution magique? Qui s'occupe de ce genre de choses? Et qui pourrait nous faciliter la vie? Rapidement. Nous, les chercheurs en comportements sociaux, nous aimerions travailler avec vous. J'aimerais bien mettre toutes sortes de théories à l'épreuve en travaillant avec vous. Alors, si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à faire appel à nous. On passe beaucoup par les publications scientifiques qui s'efforcent maintenant de communiquer les recherches qui se font par les médias et les médias sociaux. Et si on peut maintenir une certaine conversation, j'ai eu de la chance quand ma recherche a été publiée. J'ai pu, par elle, m'adresser à des personnes dans des organismes publics non lucratifs pour savoir quelle est la logique derrière votre campagne. Ça m'a permis de comprendre comment, de façon pratique, on met en jeu différents éléments qui m'intéressent. Et c'est très difficile pour nous d'approcher des organisations. Je fais des expériences, mais j'ai besoin d'études sur le terrain. Je veux voir des comportements réels, en temps réel. On serait très heureux de collaborer avec vous. C'est une question intéressante, étant donné le premier panel où on parlait de capacité organisationnelle. Alors, je lance un appel à Teresa et son équipe. Cet après-midi, nous allons parler d'une fondation qui est créée pour s'occuper de rassembler les chercheurs. Ça devrait aider beaucoup. Le gouverneur général, je pense, tient à s'exprimer. Oui, je ne peux résister à l'idée d'intervenir ici. Tout dépend du professionnalisme. Je m'intéresse beaucoup aux professions moi-même et les contributions que les
professions font à la santé de notre société. Vous êtes des professionnels. Vous avez un ensemble de connaissances qui sont uniques. Mais il y a 3 éléments qui composent une profession. Tout d'abord, les connaissances, la méthodologie, le savoir-faire. Et cet ensemble de connaissances, c'est assez rare. Il faut les apprendre et c'est difficile. Le deuxième point, c'est que très souvent les professionnels ont beaucoup d'influence sur qui peut parvenir à la profession. Tout dépend de la façon dont on acquiert les connaissances. Et puis, il y a également la question de la conduite non professionnelle qui vous valent d'être expulsé d'une profession. Ensuite, il y a la question du contrat social, de la confiance entre la profession et le public. Si le niveau de confiance est assez élevé, le public, en général, va sans doute vous conférer un certain degré de liberté pour mieux faire votre travail. Appliquez ça aux professions les plus traditionnelles, le droit, la médecine, le génie. Quand le contrat social s'affaiblit, quand la confiance disparaît, les éléments 1 et 2 deviennent non pertinents. Il est important que les praticiens travaillent avec les théoriciens pour toutes les raisons que nous avons entendues aujourd'hui. Mais je peux résumer la chose en disant que la chose la plus utile au monde, c'est une bonne théorie générale, surtout si on l'applique de façon constante à la réalité et qu'on l'améliore conséquemment. Vous savez, l'une des choses que j'ai constatées, c'est que la philanthropie est une valeur importante. L'étude de la philanthropie est également exportée et importée. Il y a des endroits où on fait cette étude très bien parce qu'on a un plan à long terme. Le Canada est prêt pour ce genre de choses. Il y a des endroits dans le monde où la chose se fait, à Carleton, à Ryerson. Il y a différents centres de recherche sur l'économie sociale. Mais il faut mettre la théorie à l'épreuve sur le terrain. C'est mon travail, entre autres. Je dois dire que c'est par le leadership des professionnels et des universitaires, des praticiens, que nous allons réussir à faire quelque chose de bien. J'ajouterai à la liste qu'au Québec, il y a l'Institut Mallet qui réunit de façon régulière les praticiens et les théoriciens, ce qui crée un ensemble de connaissances assez impressionnant. Il y a également le Lab sur la philanthropie à Montréal. Il y a des endroits où on fait ce genre de choses. Je ne suis pas une universitaire, mais une praticienne qui travaille pour une université. Je ne suis pas le premier à faire ce genre de choses, mais je pense que ce modèle est prometteur. Mon travail, c'est de collaborer à la recherche avec les universitaires à l'Université de Waterloo, mais ailleurs aussi, et faire ce qu'on appelle de la communication de connaissances. Alors, j'écris pour les médias, j'écris des éditoriaux, je prends la parole partout au Canada et dans le monde pour parler de la recherche qui se fait, de façon à susciter de l'intérêt. Nous avons du travail à faire pour créer ce genre de partenariat, mais ils se font déjà. La recherche, c'est fascinant. J'aime bien en parler, mais j'aime bien avoir l'occasion également, en tant que praticienne, de parler à d'autres praticiens.
J'aimerais bien qu'Ilona cesse de nous dire qu'elle est vieille. Parce que si elle est vieille, qu'est-ce que je suis, moi? Cela dit, je remercie nos panélistes. C'était encore une très belle discussion. Je vous rappelle tous que ces gens-là vont nous accompagner au cours du déjeuner. Alors, n'hésitez pas à leur adresser la parole. Annabelle Cloutier. En général, pour parler un peu de My Giving Moment, mes beaux moments. Annabelle, we can just go off.